Bon matin, bon après-midi pour ceux qui sont en France et peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus loin en début de soirée. Écoutez, aujourd'hui, je suis extrêmement fier de vous présenter d'abord un de mes très bons amis, le docteur Candan Izel. Candan va Oui, nous parler ce matin de pharmacogénétique, mais avant ça, j'aimerais vous décrire un peu son parcours. Il a un parcours assez particulier et assez relevant. Donc, notre ami Candan Izel a obtenu son doctorat supérieur, doctorat d'État, avec une habilitation à diriger des recherches en 2006 sur le sujet nouvelles génétiques et enzymes métabolisantes des médicaments à l'Université d'Auvergne à Clermont-Ferrand, en France. Candan a effectué sa formation postdoctorale en pharmacologie clinique à la Faculté de médecine de Istanbul en 2008. Il possède plus de 18 années d'expérience. S'il vous plaît, fermez votre micro. Il possède plus de 18 années d'expérience en médecine personnalisée, particulièrement dans les études cliniques d'association en pharmacogénomique, la recherche de biomarqueurs pharmacogénomiques et sur des résultats de tests de pharmacogénétique en utilisant le système EXPERT que vous connaissez pour ceux qui sont en Afrique, comme un système de support de décision clinique dans les pays développés ainsi que les pays émergents. Jandan a initié la mise en œuvre de l'enseignement pharmacogénétique dans les programmes de la faculté de médecine et de pharmacie. Il a promu et renforcé la formation et l'enseignement interdisciplinaire, et c'est très important, en médecine personnalisée. Et on a organisé ensemble en 2019 le premier congrès africain de médecine personnalisée. Et donc, et en pharmacogénomique dans diverses institutions académiques en France, en Turquie, à Chypre, etc., au Canada, à Montréal. Entre 2011 et 2015, il a dirigé la mise en œuvre du Centre d'excellence sur le Centre de recherche en médecine personnalisée et pharmacogénomique BIGEM à l'Université d'Anadolu et Eskişehir en Turquie. Après avoir occupé le poste de directeur de la plateforme pharmacogénomique au sein de la société biotech d'Optitera à Montréal, Canada, entre 2015 et 2021, et actuellement, il travaille comme consultant en médecine de précision et pharmacogénomique dans différents centres médicaux en Turquie et aux Pays-Bas. Donc, sur ces quelques mots, bienvenue, Dr. Isel, et la parole est à vous. oui, merci Yves. Donc, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier Yves, docteur Yves Tremblay et docteur Étienne Lemarié. Donc, Yves, il m'a présenté. Merci pour cette présentation. Et donc, dans cette présentation, je vais parler brièvement sur la pharmacogénétique, pharmacogénomique plutôt, et ses applications en clinique. J'ai plusieurs, sûrement vous avez entendu de parler pharmacogénomique et pharmacogénétique. J'ai plusieurs diapos, mais je ne vais pas utiliser tout. Certains diapos, je vais passer très rapidement. Et surtout, je vais insister sur les applications cliniques de la pharmacogénétique. Ok, pourquoi je ne passe pas? Je n'arrive pas passer. OK, c'est bon? OK. Bon. Donc, la recherche pharmacogénomique a pris certains élans considérables avec les progrès de la génomique moléculaire et surtout les séquençages humains avec les projets Human Genome Project. Euh, donc, des récents avancées ont découvert le rôle très important des gènes impliqués dans le métabolisme et les dispositions de médicaments. La médecine de précision, qui en même temps, contient la médecine des prédictifs, qui sont deux armes fortement interactifs, qui nécessitent une synthèse en médecine biochimie, biologie moléculaire, génomique, et aussi faisant aussi un appel à l'informatique et les bioestatistiques, c'est-à-dire une question d'interdisciplinarité.
Et on peut dire que la pharmacogénomique est une pierre angulaire de la médecine précision pour une pharmacothérapie personnalisée. Donc, ils prétendent de détenir les clés pour une médecine plus sûre. Euh, donc, là, avec le but de pharmacogénomique, euh, permettra aux médecins de personnaliser les médicaments afin de prescrire euh, le bon médicament à la bonne dose pour chaque patient, selon leur pathologie. Donc, comme Francis Collins, c'est le premier architecte, c'est un architecte important de Genome Human Genome Project, qui disait à l'époque, dans un avenir très proche, c'est 1998 qu'il disait cette phrase, dans un avenir très proche, les médecines de la famille affecteront régulièrement les tests génétiques avant d'écrire une prescription parce qu'ils voudront identifier les mauvais répondeurs. Ceci dit, aujourd'hui, toujours, l'application de la pharmacogénétique en clinique, malheureusement, c'est très, très lent. Donc, objectif de cette présentation, surtout, on veut faire un aperçu de la pharmacogénétique génomique. C'est quoi les différences entre les deux? Et pour obtenir une bonne dose, comment, pourquoi les gènes importants? On va discuter exemple pharmacogénique des sites médicaments, des tests, identification de sujets, risques qui survenus d'un événement indésirable pour un médicament donné, et aussi prévoir la dose plus adaptée à chaque individu pour un médicament donné. Donc, pour ça, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir comprendre la pharmacogénétique, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des gènes et l'ADN. On devrait savoir aussi les projets de génome humain parce que c'est la base de tout. Des nouvelles génétiques et versus biogénétique. C'est quoi les différences? Pharmacogénique, ça fait partie nouvelle génétique. Et la médecine personnalisée, et aussi, on peut dire médecine génique. Aussi, c'est important, on a besoin pour ça des gènes, allèles, polymorphisme, qui c'est la base de tout, mutation, test pharmacogénétique, et les résultats des tests pharmacogénétiques pour pouvoir interpréter les résultats de chaque test pour chaque patient. Donc, sûrement vous savez, l'information génétique est transférée à différents niveaux. L'ADN, gène, génome, individu, famille et population. Ça, au niveau de la population, c'est très important parce que les réponses des médicaments en différentes populations, c'est différent selon l'ethnicité, selon le facteur démographique. Depuis l'achèvement du projet de décodage du génome humain en 2003, le développement dans le domaine des génétiques et médecine moléculaire a accéléré l'utilisation de médecine de précision, ou on peut dire médecine personnalisée, en même temps dans l'utilisation de pharmacogénétique. Ça, après l'achèvement donc, au projet Génome Humain, aujourd'hui, notre monde traverse une nouvelle ère qui est communément appelée l'ère post-génomique. Donc, ça, c'est le décodage humain, projet de décodage humain, c'est important parce qu'avec ça, pas mal de notre connaissance qu'on croyait savoir sur les génomiques, c'est complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que 99% des bases nucléiques de chacun, c'est le même, mais seulement on a une différence de 0,0% de différence entre chaque individu. Mais cette différence
c'est très important au niveau de réponse aux médicaments et même prédisposition aux maladies, et différentes maladies monogéniques et polygéniques. Donc, les principales connaissances qu'on a eues après ce projet, nous sommes 99% des mêmes ADN qu'on appelle ADNA WISE. Et les différences sont dans 0% à 0,1% de l'ADN. Euh, Après ce projet humain, génome humain, on a obtenu trois stratégies différentes. Première stratégie, la génétique pour la médecine, c'est surtout pour la maladie monogénique. Et la génétique pour la santé, application de génétique pour différentes maladies, surtout pour polygéniques. Et aussi la génétique pour la société, qui application de génétique dans la société, qui c'est un sujet important pour la médecine prédictive et médecine de précision. La génétique aujourd'hui est clairement différente, présentée par deux domaines. La génétique classique ou biogénétique, qui étudie surtout les troubles monogénétiques et maladies héréditaires, qui est nouvelle génétique, qui étudie les troubles multifactoriels et polygéniques, et les nouveaux tests génétiques qui peuvent utiliser pour le diagnostic, prognostic, le choix de traitement, est-ce que pour déterminer prédisposition de patients, d'individus pour différentes maladies multifactorielles ou polygéniques, c'est-à-dire comme cardiovasculaires, comme cancer, comme neuropsychiatrique, maladies neuropsychiatriques. C'est très rapidement génome. Gène, c'est une unité de communication de base matérielle héréditaire. Du point de vue moléculaire, les gènes sont de hôtes spécifiques qui contiennent des instructions pour la synthèse de protéines et le génome, la collection et le génome de convection de toute la instruction de ADN utilisée pour fabriquer un organisme. Donc, c'est la même chose, pharmacogénétique et pharmacogénomique, on va voir plus tard, quand on parle de pharmacogénétique, on parle de seulement un seul gène, mais quand on parle de pharmacogénétique, on parle de plusieurs gènes dans un individu. Ben, comme vous savez, les gènes, pour seulement rafraîchir votre mémoire, quelques petits rappels sur les génétiques. Comme vous savez, chaque gène contient deux allèles. Une version variable du même gène qui est dans le même locus et une allèle vient de père, une allèle vient de père. C'est pour ça que dans le polymorphisme qu'on va voir tout à l'heure, dans ce allèle, c'est un facteur déterminant pour la réponse aux médicaments et prédisposition aux maladies différentes. Donc, OK. Dans la médecine prédictive, j'ai mis cette slide, l'environnement, c'est très important, surtout dans la pharmacogénétique aussi. Par exemple, quand on parle de pharmacogénétique, réponse aux médicaments, au niveau de environnemental, chaque médication, interaction médicamenteuse, c'est un facteur environnement ou facteur nutritionnel. Même facteur psychologique, ça peut affecter les réponses aux médicaments. Donc, du coup, nous sommes tous pareils, mais en même temps, nous sommes différents. Ça, c'est un défi de la médecine de précision, ou maintenant médecine de pharmacogénétique. Approche individuelle basée sur les génétiques peut être reprise comme nous sommes tous différents, qui reflète la présence de la diversité génétique. Et derrière cette expression se trouve un phénomène
scientifique qu'on appelle polymorphisme. Donc, du coup, par rapport à cette définition, nos gènes existent sous différentes formes qui déterminent les différences de l'activité génétique et plus de 93% des gènes sont polymorphiques et sont appelés polymorphisme d'un seul nucléotide qui, en anglais, on appelle SNP. Donc, la détection de ce polymorphisme spécifique, c'est très important pour pouvoir prédire l'activité enzymatique codée par tel et tel gène. La détection de SNP nous permet aussi mieux comprendre les particularités métaboliques de chaque cas. C'est pour déterminer les réponses médicamenteuses, les réponses aux médicaments ou prédisposition aux maladies. Différents types de polymorphismes existent, surtout si un génétique variation, c'est plus de 1% dans une population, on appelle polymorphisme. Ça, c'est différents types de polymorphismes qui existent. Mais ça, c'est important. Pourquoi? On va voir certaines expressions, des applications cliniques de pharmacogénétique. Parce que quand on pense, chaque médicament, ça se passe par voie métabolique. Et chaque voie métabolique, c'est encodé par les gènes. Si on regarde le cet côté, qui est un gène normal, et voie métabolique complètement normale. Il n'y a pas de problème au niveau de la métabolisation des médicaments. Si on regarde de côté droit, polymorphisme, il y a un polymorphisme rouge. Donc, selon ce polymorphisme, l'activité enzymatique peut augmenter ou diminuer. Donc, le polymorphisme se détermine les activités enzymatiques. Et si on regarde ici, encore, c'est un gène normal. Quand je dis normal, il n'y a pas de polymorphisme. Mais si on regarde le côté droit, il y a des lésions de gènes. C'est-à-dire quelques polymorphismes, ça cause ça peut être délétère et des lésions de gènes. Donc, du coup, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de métabolisme, voie métabolique, les métabolisations de médicaments, ça se fait pas. Et même, on augmente la dose, on diminue les doses, ça ne sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas de voie métabolique. OK, ça, c'est l'effet des synapses et dans la médication, interaction médicamenteuse. Selon le CIRIP, certaines interactions médicamenteuses, ça peut être grave et même mortel. C'est la même chose ici. Une chose qui est importante, nous vivons tous dans un environnement à peu près polymorphe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Polymorphe au niveau de pharmacologique ou écologique, même au niveau de nutritionnel. Donc, activité des enzymes, ce n'est pas seulement sous le contrôle des gènes, mais en même temps sous le contrôle des facteurs environnementaux, qui c'est un facteur déterminant pour le phénotype. C'est-à-dire, c'est par exemple, quand on dit réponse aux médicaments, c'est un phénotype. Ou au cancer de sang, par exemple, c'est un phénotype. Donc, c'est pour ça que les facteurs environnementaux, c'est important pour le phénotype. Du coup, médecine de précision, médecine personnalisée, ça, le concept de médecine personnalisée, et ça, c'est une interaction entre nos gènes et nos environnements qui détermine le développement de maladies, effet indésirable de médicaments. Et les calculations, mais ce sont des risques toujours relatifs, ce n'est pas des risques absolus. Donc, c'est pour ça les calculations de ce risque relatif, c'est très important grâce à des statistiques et informatique. L'activité du système de détoxification est déterminée génétiquement parlant. Et les gènes codants pour l'enzyme métabolique,
du système de détoxification sont polymorphes, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour la gène codant l'enzyme métabolique de chacun, on possède unique empreinte digitale, c'est-à-dire que chacun possède des enzymes métaboliques différents pour la biotransformation de médicaments. Donc, de nos jours, il est souhaitable de diminuer comment on peut dire, les places de croire au profit de celle de savoir. Il faut essayer de comprendre et, comprendre qu'un comprimé n'est pas seule garantie d'une guérison définitive et ce n'est pas une garantie pour tout le monde. Ça peut changer d'un individu à l'autre. C'est quelle heure? OK. Alors, donc, c'est un médicament idéal. Qu'est-ce que ça veut dire, un médicament? Il s'agit d'un médicament qui traite ensemble de patients ou d'une maladie avec une efficacité élevée et équivalente. Mais ce n'est pas toujours le cas à cause d'interactions médicamenteuses. Malgré les découvertes récentes par rapport à la biologie moléculaire, pour le rôle des gènes dans le métabolisme des médicaments, euh, aujourd'hui, toujours, les médecins ils prescrivent les médications par rapport des essais cliniques, trial and clinical, comme on dit en français, c'est essai-erreur méthode. Donc, cette approche aveugle, c'est pas causer des réactions adverses parce que si on change de dose, ça peut être résistant ou augmente la dose, ça peut créer adverse avec chez certains patients. Adverse effet, c'est très important parce que les traitements inefficaces aujourd'hui coûtent à peu près, selon la méta-analyse qui a été réalisée début de 2000, coûte à peu près 100 milliards de dollars par année. Et plus de 2 millions de personnes sont hospitalisées. Ce sont des chiffres, comme vous savez, ce sont des chiffres. Et il y en a 100 000 morts évitables. Parce que effet indésirables, ce sont des adverse drug reactions qui on peut éviter ça. Donc, ce chiffre montre que réponse aux médicaments représente vraiment un problème important dans la santé publique et c'est la quatrième cause de la mortalité, même avant la pneumonie et dans certains pays. Mais c'est un exemple, c'est très intéressant. L'augmentation de coûts aussi, c'est très important. Hein? Mais, par exemple, pour donner un exemple, l'augmentation de coûts 4 000 $ à 6 000 $, on a été montré pour les patients atteints de maladies mentales graves qui ont le métabolisme pauvre. Métabolisme pauvre, c'est-à-dire que vous ne métabolisez pas les médicaments comme il faut et vous développez une réaction d'effet indésirable importante. Comme vous voyez dans ce tableau, on voit bien que variabilité interindividuelle en réponse aux médicaments, surtout les réponses médiocres, est assez élevée pour chaque classe de pharmacologie et de médicaments. OK. Pharmacogénétique, c'est un composant important de pharmacovigilance qui, les réactions pharmacogénétiques au médecin déclarent un décès d'un patient lié aux réactions médicamenteuses indésirables serait des informations potentielles. Et maintenant, pharmacogénétique, ça s'appelle une nouvelle forme qu'on appelle pharmacogénévigilance, peut-être définir comme une activité pharmacovigilance informée et guidée par une analyse des pharmacogénomiques. Donc, c'est quoi le pharmacogénique? Le pharmacogénique, c'est une forme de mariage
entre la pharmacologie et génétique, qui, comme je mentionnais au début, c'est une pierre angulaire de la médecine personnalisée. Il y a deux sections, deux formes de pharmacogénétique, c'est important, de pharmacogénétique, du côté pharmacocinétique, du côté pharmacodynamique. Quand on dit pharmacocinétique, ce sont des médicaments, les gènes, ce sont des gènes plutôt métaboliseurs. Et quand on dit pharmacodynamique, c'est côté des transporteurs. Donc, les quelques mutations qui touchent de pharmacocinétique et pharmacodynamique, ça les cause de réponses différentes pour chaque individu. Et donc, aujourd'hui, on sait que les différences de médicaments, ça a 50% lié aux génétiques. De reste de 50%, c'est le H, nutritionnel, de fonction rénale, hépatique et interaction médicament, etc. Mais 50%, c'est génétique. Donc, on sait que 60% d'effets indésirables aujourd'hui du médicament sont évitables. Selon une étude qui est réalisée sur 2227 patients, effet indésirable, c'est 42% d'erreurs de dosage et 50% est cause de polymorphisme des enzymes de la phase 1, c'est-à-dire que, surtout les enzymes de cytochrome. Donc, pharmacogénétique est une solution pour réduire les effets indésirables. Si on jette un œil, pourquoi on a besoin de pharmacogénétique? Parce que, afin de déterminer la variabilité dans la réponse aux médicaments, et on sait que entre 20% et 40% de patients bénéficient de médicaments approuvés dans le marché et 70 et 80% des médicaments candidats qui échouent dans l'essai clinique et se retirent dans le marché. Si on pense qu'un essai clinique, ça dure 15 ans, donc, allô? Oui? Bien. Okay. Donc, pharmacogénétique, c'est important pour l'intégration des informations génétiques dans le développement des médicaments et les prescriptions de médicaments, afin de mieux comprendre, correspondre aux des thérapies pour une bonne dose, bon médicament et bon patient et pour le bon moment. Selon la donc, polymorphisme, on a quatre types de métaboliseurs qui existent. Métaboliseur lent, rapide, qui est métaboliseur normal, on peut dire, métaboliseur intermédiaire et métaboliseur lent, métaboliseur ultra rapide. Métaboliseur lent, c'est plus, dans la réponse aux médicaments, c'est plus risqué. C'est un métaboliseur plus risqué parce que ça, quand on ne métabolise pas un médicament, ça accumule dans le sang et ça développe l'effet indésirable de médication. OK. Pharmacogénique, pharmacogénomique. Ces deux concepts, de façon interchangeable, on utilise, mais quand on dit pharmacogénétique, c'est une étude de la variabilité de réponse des individus aux médicaments, visant à distinguer, surtout pour distinguer les répondeurs et non-répondeurs. Quand on parle de pharmacogénétique, dans une population, il regarde la différence variabilité génétique, il cherche le résultat de ces variabilités génétiques. C'est-à-dire, dans ce cas-là, pharmacogénétique, ça sort à partir des réponses médicamenteuses, réponses de médicaments, et pharmacogénétique, ça recommence à partir d'une variabilité génétique. Il cherche les résultats de ces variabilités génétiques.
Donc, différents exemples, on voit ici qu'on peut utiliser pharmacogénétique pour la douleur, pour cardiovasculaire, cancer, psychiatrie surtout, parce qu'il y a pas mal de médicaments, il y a beaucoup de médicaments, ils utilisent différentes voies métaboliques dans la psychiatrie, et donc ça crée une interaction importante, interaction médicamenteuse importante. Selon ce sont conventionnellement déterminés, selon le test génétique, on appelle étoile 1, étoile 1, c'est-à-dire que c'est une forme sauvage, ou étoile 1, étoile 4. Ça dépend, c'est une commission de pharmacogénétique internationale qui est déterminée ce type de langage. Bon, avant de terminer, juste, je vais passer ça parce que c'est mieux que j'utilise. Euh, OK. OK. Comment on peut déterminer les voies métaboliques qui sont codées par les gènes? On fait le génotypage. Le génotypage étant les disciplines qui visent à déterminer l'identité d'une variation génétique, une position spécifique pour qui détermine les phénotypes. C'est-à-dire que ce patient, est-ce que métaboliseur lent, métaboliseur rapide ou métaboliseur ultra rapide. Donc, ça peut être à partir d'échantillons sanguins ou échantillons, maintenant, plupart du temps, on utilise échantillons de salive. Donc, on analyse l'ADN. Après différents polymorphismes, ça, on enregistre dans le dossier des patients. Et selon le résultat, on choisit les meilleurs possibles, bons médicaments dans la bonne dose. Et il y a différentes méthodes de génotypage, on voit ici. Et quelquefois, c'est important de faire le génotypage avec un suivi de thérapeutique, parce qu'avec un suivi de thérapeutique, on fait les phénotypes. Dans ce cas-là, corrélation entre le phénotype et le génotype, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus juste pour déterminer un dosage pour un patient donné. OK, ça ici, une consultation hypothétique. Par exemple, si on compare Marie et Gilles, ce sont des patients qui utilisent au niveau nutritionnel le même type de nutritionnel, et les deux, ils fument un paquet de cigarettes. C'est-à-dire que les facteurs de mode de vie, c'est la même chose, c'est le même entre les deux patients, mais seulement leur génotype, c'est différent. Si on regarde le mari, la plupart des gènes qui affectent le métabolisme des médicaments, si mari, c'est métaboliseur lent. Pardon. Et si on regarde G, ce sont des métaboliseurs normaux, c'est-à-dire des métaboliseurs rapides. Dans ce cas-là, si on regarde des maladies, tous les deux, ils sont cancer du sang, schizophrénie, dépression, hypertension, pylori-infection, anxiété, etc. Donc, ils utilisent les mêmes types de traitements. Tamoxifen pour cancer du sang, clozapine pour la schizophrénie, risperidone, la même chose, diazépam pour l'anxiété, paroxytine en dépression, métoprolol pour cardiovasculaire problème et omeprazole pour la pylori-infection. Donc, si on regarde les résultats de la test génétique, Marie, c'est métaboliseur lent et Gilles, métaboliseur rapide. Dans ce cas-là, tamoxifen qui métabolise par la cytochrome CYP2D6 et tamoxifen, c'est un prodrug, c'est-à-dire que pour que tamoxifen il soit actif, il faut qu'il convertisse dans son métabolique actif. Donc, ça se réalise par le CYP2D6. Quand c'est métabolisé par CYP2D6,
se convertir vers endoxyphène, qui est métabolique actif de tamoxifène. Si on regarde la Marie, qui est métaboliseur lent, et conversion d'endoxyphène, tamoxifène, endoxyphène, c'est très lent. Et quelquefois, ça ne se réalise pas. Donc, ça veut dire que tamoxifène, ça ne marche pas sur ces patients et il y a un problème de récidivisité. Et pour Gilles, il n'y a pas de ce type de problème parce que quand on tamoxifène transforme endoxyphène correctement. Surtout, pas mal de fois, quand on utilise chez les femmes qui utilisent l'endoxyphène, ça fait un effet comme hot flash. Donc, pour ça, pour empêcher ça, les médecins ils utilisent les antidépresseurs. Mais cet antidépresseur, ce sont des médicaments inhibiteurs de l'endoxyphène. Donc, quand on utilise un antidépresseur contre la hot flash, donc ça, déjà, chez les patients métaboliseurs lents, déjà c'est inhibiteur. Et donc, chez les patients métaboliseurs lents, ça enlève complètement l'effet anticancer des tamoxifènes. Risperidone, c'est un antidépresseur qui métabolise par voie CYP2D6 et l'autre, pour ça, Mary, si on regarde métaboliseur lent, Gilles, métaboliseur rapide. Et surtout, Mary, c'est très risqué d'utiliser risperidone pour Marie parce que pour ce gène, c'est voie métabolique, Marie, il est métaboliseur lent. Donc, l'effet des risperidone, ça ralentit ou complètement éliminé. Alors, métaprolol, c'est la même chose, qui est métabolisé par CYP2D6. Et Marie, c'est métaboliseur lent et Gilles, métaboliseur rapide. Et donc, chez Marie, il y a un effet indésirable important sur ce patient. Et ça, OK, ça c'est intéressant parce que clozapine, qui est métabolisé par CYP1 et 1,2. Mary, high inducible phénotype à cause de son génotypage, génotype, à cause de son génotype qui affecte les phénotypes. Gilles, qui est normal inducer, et quand on utilise les clozapines, ça veut dire que comme Mary high inducible phénotype, mais clozapine, ça métabolise très rapidement et Marie, ça risque de développer une résistance pour clozapine. Sachant que les deux sont fumeuses et on sait que les cigarettes, l'utilisation de cigarettes, ça augmente encore plus les métabolisations de clozapine. Donc, à cause de son génotype et à cause de son un facteur environnemental comme fumée, encore, c'est comme cumulatif, ça enlève complètement, ça résulte pour le risque de résistance chez Marie. Amitriptyline, qui c'est un tricyclique antidépresseur, et encore Marie, les métaboliseurs lents, mais amitriptyline, ça métabolise par cytochrome CYP19 et aussi cytochrome D19. Avec cytochrome 2C19, amitriptyline, il convertit nortriptyline. Et nortriptyline, après, il convertit de forme inactive avec les CYP2D6. Si pour les deux, Marie, il est métaboliseur lent, premièrement, amitriptyline, ça ne va pas convertir nortriptyline.
Admettons que Marie, il est métaboliseur normal pour amitriptyline, encore ça va être plus dangereux parce que amitriptyline, ça va convertir en nortriptyline, mais comme Marie, il est métaboliseur lent, nortriptyline, ça ne va pas convertir forme inactive et ça va créer un problème indésirable de médicaments. Euh, Şimdi lors de déclaration d'informations de génétique à partir des tests pharmacogénétiques, et il ne faut pas oublier que l'utilisateur final de ces informations sera très probablement le médecin, le pharmaciste, un des professionnels de santé. Donc, c'est pour ça les résultats des tests pharmacogénétiques simples, mais sans interprétation personnalisée. Quand je dis interprétation personnalisée, il faut prendre en considération, c'est pas seulement le génotypage, les autres médicaments qu'il prend, les facteurs environnementaux comme nutritionnels et même psychologiques, il faut prendre en compte pour faire un résultat de ce génotypage personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer un rapport personnalisé. Ça devrait être interactif, ça devrait être facile à adapter pour différents individus. Ça devrait être personnalisé, hautement personnalisé, en prenant en considération tous les facteurs environnementaux qui appartiennent à cet individu. Ça devrait être flexible, éducatif et progressif. Les portraits de génétique, on voit ici pour la psychiatrie, douleur, santé mentale, psychiatrie, et cardiaque et dans le statine qui ça fait partie des médicaments cardiovasculaires. Donc, les meilleurs, c'est les obstacles importants de l'application de pharmacogénétique dans la clinique. C'est d'abord, les coûts, c'est diminué, mais toujours, il n'y a pas de remboursement dans pas mal de pays. Par exemple, en Hollande, en pays scandinaves, de tests pharmacogéniques, c'est 100% remboursable. Mais à part ça, dans plusieurs pays, Amérique, aux États-Unis, ça dépend de l'État. Au Canada, par exemple, c'est pas remboursable. En France, ça recommence seulement pour le cancer des côlons, pour le irinotecan. Ça recommence, mais pour d'autres médicaments pharmacogéniques, pour d'autres médicaments, tests pharmacogéniques, c'est pas remboursable. Donc, des remboursement, c'est un important facteur pour la implication de la pharmacogénie dans les cliniques et interprétation des résultats, c'est très important, et éducation. OK. Donc, enfin, pour, pour réaliser les médecines prédictives et personnalisées et pharmacogénétiques, donc les génétiques et toute la donnée clinique au niveau de pharmacologie, mais qui interprétation de ces tests, pharmacogénétiques tests, et par l'informatique. Et cette interprétation, utilisation dans la clinique ou dans l'éducation. Donc, c'est important de souligner que l'importance de l'approche individuelle avec l'impact significatif de la nouvelle génétique pour améliorer les soins de santé et réduire les frais généraux. Donc, la discussion aujourd'hui sur la santé, surtout avec les nouvelles génétiques, ne diffère pas de discussion de l'état de l'environnement. Pour tous les deux, des changements
nécessaires, sont importants au niveau de la politique et la société pour pouvoir appliquer correctement dans la clinique. Ce sont de certaines bases, databases de pharmacogénétique en Internet qu'on peut trouver. Donc voilà, donc c'est important de savoir enfin l'activité de nos gènes pour guider notre gène pour la prévention d'effets secondaires des médicaments et utilisation bénéfique du maximum des médicaments. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci John Dan pour cet exposé à la fois très complexe, avec un niveau de clarté suffisant pour permettre de comprendre toute la complexité, justement. Et donc, j'ai quelques questions, mais avant de les poser, j'aimerais laisser la parole à ceux qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui sont avec nous? Ben, écoute, Étienne, est-ce que tu veux ouvrir le bal ou Ben, je voulais rebondir sur, je crois, la dernière ou l'avant-dernière diapositive de Chandan à propos des pays à faible et fort revenu et de l'utilisation de la pharmacogénomique. Si j'ai bien compris, de la pharmacogénomique à partir des pays à revenus élevés, c'est-à-dire ceux qui peuvent pratiquer la pharmacogénomique. Le problème, c'est que dans quelle mesure les données sont transposables, puisque l'environnement n'est pas le même, que les patients ne sont pas les mêmes, qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques métaboliques. Par exemple, entre les Asiatiques et les Caucasiens, il y a des différences considérables. Dans ma spécialité, les médicaments antituberculeux, par exemple, ne sont pas du tout métabolisés de la même façon. Avec des acétyleurs lents, des acétyleurs rapides, etc. Donc, dans quelle mesure peut-on j'allais dire transposer, même transférer des données de pays occidentaux, c'est-à-dire à des pays à faible revenu? Oui, c'est coupé. Oui, 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 vas-y, John Dan. oui, ok. Oui. C'est coupé dans sa dernière phase. Je n'ai pas écouté, c'est coupé. Ben, en fait, la question, si je résume la question d'Étienne, c'est comment peut-on, compte tenu du fait que ça reste une médecine qui est relativement chère en ce moment, comment pourrait-on envisager de prendre des résultats issus, mettons, du Nord et de les transposer au Sud? Ben, d'abord, il faut régler ce problème. Au niveau des techniques, c'est important parce que plus les techniques, c'est difficile à obtenir, ça devient plus cher. Aussi, politiquement parlant, c'est d'abord l'éducation des médecins, parce que plus on éduque les médecins, plus ils demandent la prescription, et plus on demande la prescription, les probabilités d'avoir le remboursement, ça va augmenter. Euh, donc, d'abord, c'est politiquement parlant et au niveau des techniques dans le pays émergent. C'est ça que tu me demandes. Ben, c'est un peu ça, oui. Puis, tu sais, je voudrais juste faire le commentaire très simple qu'il y a plusieurs années, à un moment donné, avant même que la médecine personnalisée fasse son œuvre, par exemple, des médicaments, des études cliniques qui avaient été faites chez des patients en Afrique du Sud, on transposait ça en Angleterre, entre autres, des médicaments pour l'asthme, mais ça Donc, ne c'est les fonctionnait pas. problèmes d'ethnicité aussi. C'est ça. Exactement. Donc, ça, C'est-à-dire qu'il faut inclure plus d'ethnicité dans l'essai clinique. C'est important parce que quelquefois, on ne peut pas utiliser directement les résultats des tests cliniques directement dans la population Afrique ou en Chine parce que c'est complètement, ça change les résultats. Aussi, j'ai oublié d'ajouter
ajouter maintenant parce qu'on fait les tests pharmacogénétiques sur certains gènes communs. Mais il y a des gènes variants qui rares, qu'on ne peut pas déterminer avec les méthodes de génotypage aujourd'hui. Donc, on peut faire avec les GWAS, qui ça coûte très cher, GWAS. On peut déterminer les variations rares. Ces variations rares, c'est important parce que c'est complètement différent dans l'ethnicité d'autres. Pour ça, les solutions, essayer d'inclure le maximum possible de différentes ethnicités, le même nombre par exemple, les populations chinoises, populations africaines qui caucase. Et c'est sûr que ça va changer, ça va affecter les résultats. Il y a une main levée dans la salle. Monsieur HP, Oui, vous activez votre micro et la parole est à vous. ça coupe, c'est ça, ok. Allez-y. Et merci beaucoup. Bonsoir, merci à Kandan pour la qualité de cette présentation. Je me présente, je suis Sekou Ba, Bonjour, de la faculté de pharmacie de Bamako. oui, bonjour. Je suis pharmacologue de formation Ouais. et voilà, merci bien pour la qualité de ce travail. Justement, je crois que Étienne Marie a marché un peu sur notre langue de façon par rapport au transfert de technologie. Nous, c'est un peu compliqué tout ce qui est pharmacogénétique, pharmacogénomique. Nous avons dans un premier temps, c'est une question d'éducation et il avait mis sur une des diapositives ignorance, mais il y a une sorte de prise de conscience de l'importance de la variation interindividuelle qui pourrait être liée à des aspects génétiques. Nous avons essayé d'abord, dans un premier temps, d'intégrer ça dans la formation de base de pharmaciens, l'importance de la pharmacogénétique et de la pharmacogénomique. J'allais dire certainement, peut-être pour nous aujourd'hui, ce qui va être important en termes de transfert ou bien de collaboration avec le pays du Nord, pas seulement en termes de transposer les résultats, mais en termes de formation de nos médecins, Éducation, oui, c'est ça. l'éducation, que ce soit les pneumologues qui sont dans la tuberculose qui nous pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, le cancer, en termes soit des, peut-être que tout ce qui est prédicteur pharmacogénomique ou bien de prédiction même de diagnostic, les diagnostics ou bien les prédictifs pronostics, ça c'est important. Et deuxièmement, aider à l'acquisition certainement de matériel nous permettant de réaliser ces génotypages-là en ciblant un certain nombre de molécules, bien sûr. C'est ça aussi l'importance de cette collaboration, je trouve. C'est à ce niveau que je crois que pour l'instant, la collaboration doit être accentuée, en plus de varier les essais cliniques, mais surtout en termes d'identification de nos besoins pour des données, pour des particularités et aussi d'avoir des pays qui pourront nous appuyer dans le cadre collaboratif des projets communs et autres. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour la qualité. Les coûts de test, ça, plus en plus, c'est diminué. Mais comme vous avez dit, c'est l'éducation, le transfert de technologies, mais aussi c'est l'échantillonnage, de différents échantillonnages, des différents groupes ethniques. Parce que à l'heure actuelle, les tests génétiques classiques, dans le marché, selon toujours ces résultats de Caucase, population Caucase. Donc, ce n'est pas toujours c'est vrai pour la population africaine, aux populations chinoises, aux populations orientales. Donc, c'est pour ça que c'est très important, surtout pour l'investissement et l'argent, on a besoin de faire plus grand essais cliniques avec différentes ethnicités pour pouvoir déterminer aussi les variations rares qui on croit plus en plus que, parce qu'on fait maintenant des gens standards, communs, avec les gens candidats. Mais on sait que maintenant, de plus en plus, on croit que les variations rares, c'est encore plus important dans l'effet des médicaments.
peux- Ah bien, est-ce que je peux poser une petite Je question? je peux poser une question à ce sujet-là. Euh, autant Gandan, qui est notre ami, je crois que c'est Aboubacar, hein, n'est-ce pas, à Bamako? Tu peux ouvrir le microphone un petit peu plus, Étienne? Est-ce que Pardon? ton microphone, est-ce que ça vient de Oui. moi ou ça vient Ah, je l'ouvre un peu plus. Ça va mieux là? ben, un petit peu mieux, oui. Bon, non, je voulais poser une question que je trouve intéressante. C'est notre ami, c'est Boubacar, votre prénom à Bamako, hein? Je sais bien. Sekou, Sekou, Ah, c'est Sekou. C'est écrit HP, Sekou Ba. Mais peut-être je n'ai pas pu non, non, renommer. non, mais c'est bon, vous avez posé une question. Vous avez fait un commentaire important. Moi, ce que je voudrais savoir, je m'imagine pharmacologue à Bamako, et dans ce cas, je me dirais, ben, j'ai affaire à la population malienne, certes, mais qui est d'origine ethnique multiple. Chacun sait que le Mali, c'est la confluence de différentes populations qui viennent de l'Est, du Nord, du Sud, etc. Donc, il doit y avoir là-dedans des métaboliseurs lents et des métaboliseurs rapides, très probablement, à qui on doit administrer des médicaments. Vous avez parlé des médicaments antituberculeux. C'est vrai qu'il y a des acétyleurs lents, des acétyleurs rapides, et avec des conséquences importantes sur le plan de la toxicité des médicaments. Alors, comment pourrais-je faire? Est-ce qu'on a une idée du nombre de patients qu'il faudrait explorer pour avoir une idée sur leur métabolisme? Ok. Oui, Est-ce qu'il oui, faut, à peu près. est-ce qu'il faut en étudier 10, 20, 30 ou 100? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, écoute, c'est plus que ça. Surtout pour pouvoir déterminer les variations rares, il faut Mm. faire une étude de GWAS, Genome Wide Study. Comment on dit, Yves, comment on dit, je ne sais pas en Ah, français. c'est correct, genome wide, ça veut dire c'est des Et, essais génétiques sur les allèles. euh, et donc, au moins, il faut faire 1200 patients. Mais ça coûte très cher, c'est toujours. Je ne trouve pas que ça coûte pas cher comme il y a 10 ans, mais aujourd'hui, toujours application de génome White Study, c'est trop cher et on a besoin au moins 1200 patients pour pouvoir déterminer la variation. Oui, mais à Bamako, ça fait plus de 1200 parce que tu as des ethnies différentes. Ça veut dire 1200 par ethnie différente. Oui, parce qu'il y a Et oui, là, ça devient, ça il y a, devient mais ça il y a des devient génomes Impossible. White Study qui font sur 3 millions de personnes. Imagine. Non, Qu'est-ce mais que vous c'est en impossible. pensez? Il faut Hein? trouver une autre façon parce que c'est impossible. Ce sont des collaborations internationales, plus en plus. Ils font 3 millions de personnes de génome, White Association Study. Si c'est possible, mais avec ça nécessite une collaboration et l'argent font. C'est pour ça, moi, je perds un petit peu quelquefois plus en plus d'espoir par rapport au pharmacogénétique. Parce que, pourquoi? Par exemple, polygénie risk score, ça devient plus et plus important. Et déterminer les risk scores pour la, pour le médicament et appliquer ça plus logique, mais ça coûte plus cher aujourd'hui, polygénie risk score, parce que ça nécessite les JUVAS. Par exemple, chez Pavel, on fait les JUVAS, mais déjà, ce sont des études qui advancent. Il y a au moins, je ne sais pas combien de millions de personnes dans chaque pays. Et donc, on obtient un significatif, résultat significatif au moins sur plus que pas mal 500 000 personnes. 500 000. Ah, Alors, ça n'a pas de. C'est impensable, Juste, là. Il faut juste un falloir. petit commentaire. Mais Juste un petit c'est-à-dire, commentaire. peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, ça va être d'autres techniques, d'autres technologies. Ça Ben, va c'est être. ça que je partais pour dire. Il va falloir être inventif parce qu'on peut pas. oui, oui. On peut pas. Ben non. Même si la première étape, c'est de connaître quel genre de métaboliseur le patient est, il va falloir trouver une façon de le faire parce que sinon, on ne s'en sortira pas. C'est sûr. C'est sûr.
C'est pour ça, donc, peut-être les applications de pharmacogénique, c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile parce que si tu appliques les 7 résultats génotypage, même, je ne sais pas, si tu ne vas pas aussi loin, dans une population turque, on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai vu qu'il y avait une main levée tantôt. Je pense que c'est M. Oui, Célestin qui avait la main donc, levée. voilà, justement, je me disais, est-ce que par rapport à ça, d'abord, je dis merci pour l'exposé qui a été très clair et très, très riche. Merci. Ma petite question très, très simple, est-ce que la médecine personnalisée à laquelle vous avez fait allusion au tout début ne pourrait-elle pas être la solution à cette grande difficulté d'avoir des grands échantillons et la médecine personnalisée, surtout pour l'Afrique, par exemple, ce ne serait pas vraiment la solution. C'est vrai que ça coûte, j'imagine. Vous avez bien épinglé vers la fin les difficultés, entre autres les coûts, et je suis très sûr que pour l'Afrique, ça doit être sérieusement une Le grande cas, barrière. ouais. Mais voilà ma question. Ce n'est pas vraiment ça la solution, la médecine personnalisée. Ben, d'abord, quand on dit médecine pharmacogénique, vraiment, c'est pierre angulaire, mais application de toute la spécialité des médecine pharmaceutique, c'est prédisposition de maladies complexes, par Mhm. exemple. Ça fait partie de la médecine personnalisée. Euh, donc, c'est une des questions, difficultés d'abord. Donc, comment on peut transférer ça dans avec les, c'est pas seulement avec les génotypages, c'est en prenant en compte les facteurs environnementaux. Nutritionnellement, c'est différent. D'autres médications et facteurs environnementaux et démographiques. Donc, c'est un travail colossal. Je crois que ça va prendre longtemps pour pouvoir. Par exemple, Hollande, il applique les pharmacogénétiques routine, même à la fin de mon diapo, je vais vous montrer comme carte de crédit. Il y a votre voie métabolique sur les cartes et vous allez à la pharmacie avec cette carte et le pharmacien, il vous donne selon votre voie métabolique. Mais ces cartes, ce n'est pas valide dans la population chinoise en Afrique. C'est ça. Donc, il faut essayer de trouver un médecine personnalisé commun pour tout le monde, mais en même temps, euh, séparément appliqué pour chaque ethnicité. Mais on n'est pas encore là. Tout à fait. Il y a un commentaire dans le chat qui vient de M. Aboubacar. Je vais vous le lire parce que c'est quand même intéressant, puis ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Bonjour, nous sommes en train d'écrire un grant de pharmacogénétique chez les femmes allaitantes au Mali. Ben, ça, c'est génial parce qu'effectivement, on est au Mali, c'est les femmes qui allaitent au Mali, etc. Donc, ils sont dans cet environnement-là. Et donc, Ça, c'est c'est très intéressant. Moi, je ne connais pas faut y aller comme ça, mais vérifier, sauf qu'il va falloir trouver des façons plus efficaces parce que sinon, on s'en sortira pas. mais je crois que c'est pour la femme allaitant, le métabolisme, ça change aussi. Oui, j'imagine, oui. Donc, en fonction de ça, il faut déterminer les résultats de tests pharmacogénétiques et il faut faire une corrélation en prenant en compte son métabolisme actuel. Donc, Écoutez, il est 11h10. Le temps de mon lien Zoom s'achève bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Levez la main, là, j'en vois aucune. Sinon, ben, écoutez, je vais passer la parole à notre ami Étienne pour le mot de la fin. Et le mot de la fin de saison aussi, je pense, parce que Le mot de la fin de saison, oui, d'abord pour remercier Jeanne d'Anne parce que son exposé nous a ouvert des portes et en même temps, je dois dire que je trouve que c'est bien, ça reste bien compliqué quand même. On a besoin oui, c'est de, ça. hein, c'est un peu pragmatique ce que je dis. Mais ce n'est pas seulement la génétique parce qu'il y a de transcriptomique, protéomique, métabolique. Oui, Donc médecine personnalisée, ce n'est pas seulement génétique, bien sûr. Tout prend ça. oui, tout à fait. C'est pour ça que quelquefois, je suis découragé. Donc, Eh ben, écoute, Jeanne d'Anne, c'est pas le moment de se décourager.
Et nous, on va se reposer pendant le mois de juillet et le mois d'août et reprendre le 26 septembre avec une conférence du professeur Antoine Flao de l'Université de Genève qui va nous parler de la prévention, un enjeu pour notre santé, notre économie et notre planète. Voilà, donc on reprend le 26 septembre. Et puis, il y a d'autres exposés qui sont en cours de planification. Par exemple, le jeudi 7 novembre, le professeur Baldé de Conakry qui nous parlera de médecine traditionnelle et pharmacopée guinéenne. Ce serait intéressant, Jeanne Dan, si tu es libre ce jour-là, parce que quand on parle de pharmacopée, ça t'intéresse directement. Pharmacopée Mais traditionnelle. tu veux envoyer un courriel quand même, c'est ça? Oui, Comment? oui, oui, oui. Oui. Est-ce que Oui, vous avez oui, envoyé un courriel là-dessus? Ok. oui, oui. On a également une autre conférence de prévue de Laurent Guillemino de Toulouse, et puis deux ou trois autres encore, mais dont les dates ne sont pas fixées. Donc, Chandan, on te remercie beaucoup pour ta Merci à conférence. vous. Merci pour l'invitation. Remercie Merci à tout le monde. à Donc, toutes et tous leur assiduité et leur participation. N'hésitez pas à nous écrire pour faire part si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement. Et aussi, autre chose, si vous avez des élèves en cours de thèse, on serait ravis de les accueillir pour qu'ils nous fassent une présentation de ce qu'ils font. C'est pas ce qui nous intéresse, vous allez le comprendre facilement, c'est pas tellement le résultat de leur thèse, le résultat de leurs travaux, mais surtout la méthodologie. Pourquoi je me suis posé telle question et comment je fais pour la résoudre? Je vois que vous hochez de la tête à Bamako. On serait heureux d'avoir quelqu'un de Bamako qui nous présente. Vous avez certainement un élève. Oui, Justement, excusez-moi de revenir, justement, cela m'a beaucoup intéressé parce que j'ai un thésard qui est sur sa thèse. C'est un peu des aspects de suivi thérapeutique parce que nous avons voulu, dans un premier temps, la réponse aux antiépileptiques d'accord. et voir ceux qui développent plus d'effets secondaires. Là, on fera la pharmacogénomique sur ces gens-là. Voilà, Alors, justement. Demandez-lui, il y a simplement à entrer en contact avec soit Étienne ou soit moi, tous et les puis deux. D'accord. on va l'inclure. Et parce qu'on est dans ce sujet-là, on est en train de développer aussi une autre série de conférences qu'on appelle lecture critique. Donc, Oui. c'est de prendre un article et puis d'en faire une lecture critique constructive ou destructive, dépendamment de l'article. Donc, Toujours constructif quand même. oui, envoyez-nous le plus vite possible le nom, le titre, enfin, puis un Je vous petit résumé. enverrai juste après la session. Juste après Parfait. la session. Merci. On sera ravis d'accueillir votre doctorant. C'est un doctorant, c'est ça? Moi, c'est un doctorat. De même que D'accord. Aboubacar aussi, qui est là, qui va travailler sur les femmes allaitantes. Oui, très bien, très bien. Là. Ouais, Oui, puis vous si vous en pouvez avez mettre, deux, On on en va, mettra un au mois de dernier trimestre 2024 et puis un deuxième début 2025. Il faut avoir un petit peu de réserve. D'accord? d'accord. Merci Merci. beaucoup. merci. Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter à tous, j'allais dire un bon été. Un bon été, c'est vrai pour nous en Europe ou en Amérique du Nord. C'est pas vrai forcément. C'est la saison des pluies Tout à fait. en Afrique, mais Pour l'Afrique, c'est l'été, c'est la bonne saison toute l'année, hein. oui, tout à fait. Merci. Enfin, en tout cas, l'année universitaire se termine pour tous et nous reprenons en septembre, donc le 24 ou 26 septembre, je ne sais plus ce que je vous ai dit, 26. le 26 septembre. Voilà. Et merci à tous. À bientôt. Merci. Bye bye.